Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette session Histoire 2024, une session dédiée aux bénéfices de l'échographie en salle de déchocage. Je suis Delphine Garrigue, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Lille et j'ai pour présenter cette session deux experts autour de moi. Donc le professeur Johan Launay, qui travaille anesthésiste réanimateur, qui travaille en réanimation chirurgicale à l'hôpital de Rennes, au CHU de Rennes, et qui est rapidement et régulièrement appelé au déchocage pour prendre en charge ses patients. Et le docteur Jean-Denis Moyer, qui est maintenant anesthésiste réanimateur à Caen, qui a fait toutes ses classes à l'hôpital Beaujon, où le polytraumatisé ou le traumatisé sévère n'a plus aucun secret pour lui. Donc voilà, on va parler de l'échographie, on ne va pas aborder la place de l'échographie pour l'accès vasculaire, parce que c'est dans une autre session de cette histoire, et on ne va pas non plus parler du bénéfice et des particularités de l'échographie pédiatrique, car nous ne sommes pas des spécialistes. Donc voilà, bienvenue à vous, et je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Denis qui va commencer. Difficile de ne pas parler de la IFAST quand on parle d'échographie au déchocage, parce que c'est quand même l'enfant terrible de l'échographie au déchocage. Son objectif est assez simple, c'est de nous aider dans notre démarche diagnostique et thérapeutique chez les malades les plus instables, qui présenteraient une défaillance respiratoire ou circulatoire. Initialement, son petit nom c'était FAST pour les plus jeunes, c'était Focus Assessment by Sonography for Trauma, et l'objectif c'était d'identifier globalement du liquide dans le ventre et donc de rechercher un hémopéritoine pour diagnostiquer un saignement intra-abdominal. Cette échographie a évolué, est devenue l'IFAST pour Extended, et elle va nous permettre maintenant d'aller un peu plus loin dans l'exploration de nos patients avec globalement la recherche d'un hémothorax, d'un pneumothorax, d'un épanchement péricardique ou d'un Doppler transcrânien, toutes ces données étant globalement réunies pour décider de la meilleure prise en charge de notre patient. Alors déjà, pour couper un premier cours à une problématique, on voit là sur cette diapo, empruntée à notre collègue Sophie Amada, on a une pensée pour elle, l'appareil d'écho est positionné à la droite du malade. Globalement, on peut le positionner aussi à la gauche du malade, ça dépend des écoles. L'important, c'est d'avoir une façon de faire et de toujours la respecter pour que la procédure soit connue de tous et que les gens qui sont amenés à travailler dans cette zone de déchocage puissent avoir des habitudes et ne soient pas désemparés si le matériel change de place. Et dernier point, vous voyez encore en haut à droite la présence d'une radio de thorax et d'une radio de bassin. On verra que dans le cadre de la réflexion au déchocage, on pourra utiliser encore ces examens complémentaires pour faire face à des petits pièges que peut nous tendre l'échographie au déchocage. Donc là, on va initialement effectivement vous présenter ce qu'on peut rechercher durant la IFAST, mais vous verrez que l'échographie au déchocage, ce n'est pas que pour les traumatisés sévères, et on peut être amené à des fois détailler un peu plus, surtout l'échographie pleuropulmonaire pour des malades qui seraient admis pour une détresse respiratoire aiguë, par exemple dans les suites d'une chirurgie réglée intra-abdominale, c'est assez fréquent comme complication, ou alors pour une insuffisance circulatoire, on mettra peut-être l'accent aussi plutôt sur l'échographie cardiaque. Donc on va lancer l'échographie pleuropulmonaire et on a le plaisir d'accueillir Anna, notre mannequin, qui va nous aider à vous montrer comment évaluer les différentes zones chez ces patients-là. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs sondes, et encore, quand il y a plusieurs sondes, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a une école qui est plutôt l'école Je vais vite, qui va prendre la sonde cardiaque et qui va faire l'ensemble des zones de la fast echo avec cette sonde. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre école, qui est l'école qui considère que, en fait, les malades étant en défaillance, et n'est pas non plus radiologue, il faut qu'on utilise les sondes les plus appropriées pour avoir les meilleures images, et donc qui va globalement changer de sonde entre chaque appareil. Donc la sonde vasculaire, la 420 pour globalement le thorax, la sonde cardiaque pour le péricarde et la sonde abdominale pour l'abdomen. Et il y a une école un peu intermédiaire dont je fais partie qui globalement va faire le pleuropulmonaire et l'abdomen avec la sonde abdominale et effectivement terminera avec la sonde cardiaque pour le péricarde.
Encore une fois, c'est comme pour la position de l'appareil d'échographie, il ne faut pas être dogmatique, il faut juste avoir des habitudes, connaître les limites de chacune de nos techniques et savoir les informations qui vont nous être transmises, savoir les critiquer pour pouvoir les utiliser dans la prise en charge de nos malades. Donc je vais vous montrer les différentes images qu'on peut obtenir avec ces sondes. Donc on va commencer pour l'échographie pleuropulmonaire avec effectivement la sonde de vasculaire. Donc vous allez voir, on va mettre un peu de gel. Et on voit sur la diapo qu'on a sur l'échographie pleuropulmonaire qu'en fait, on peut être amené à, si on veut être assez rapide dans l'identification, dans la réalisation de la FAST, hein, parce que c'est vrai que son acronyme est bien trouvé, on dit qu'il faut la faire rapidement, on va aller surtout essayer de rechercher ce qu'on appelle le glissement pleural. Parce que, en fait, on ne voit pas très difficilement le pneumothorax. Ce qu'on voit surtout, c'est que en fait, on va voir le glissement pleural, ce qui éliminera le pneumothorax et donc nous enlèvera la possibilité devant un malade qui serait en défaillance circulatoire ou respiratoire de la tamponnade gazeuse. Donc là, on positionne la sonde vasculaire, hop, il faut juste que je change sur l'appareil d'écho, de manière longitudinale verticale. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors globalement, on a les tissus mous, d'accord, et ici, on voit la plèvre, d'accord, qui, et je vais vous la montrer, tac, qui est en train de bouger. Elle est juste là, donc on la voit. Donc il y a un glissement pleural, ça c'est la meilleure façon de le voir. On voit qu'il y a des cônes d'ombre qui correspondent aux côtes. Hein. Si on se positionne, on peut en voir plusieurs, il y a quasiment 2 cônes d'ombre. Et on peut être amené ensuite à tourner la sonde pour avoir une visualisation de la plèvre sur une plus grande longueur, ce qui globalement nous permet parfois de voir ce qu'on appelle, et on le verra tout à l'heure, un point poumon, c'est-à-dire une zone de décollement de la plèvre. Et donc là, on voit que la plèvre glisse de ce côté-là, donc effectivement, il n'y a pas de pneumothorax, on peut l'éliminer, ou en tout cas, il n'y a pas de pneumothorax majeur. Ça n'éliminera pas décollement qui serait minime. Pour l'autre côté, effectivement, on fait exactement la même chose. Donc là, on voit qu'on tombe sur un cône d'ombre dû à une côte, et on voit encore une fois, je ne vous le remontre pas parce que je vous l'ai montré, mais on voit bien le glissement pleural, donc de ce côté-ci, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on peut être amené rapidement à tourner la sonde et à rechercher de manière un petit peu plus longitudinale le glissement pleural qu'on voit. On voit derrière des petites cônes d'ombre qui apparaissent. On les voit, hop, si j'arrive à refaire avec le scribble. J'essaie de me repositionner. On en voit de temps en temps, hop, arriver là de temps en temps. Voilà. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle des lignes B. Ce sont des petites, un peu d'œdème interstitiel, mais qui est totalement physiologique. Si on en voit une ou deux par écran, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça peut être considéré comme pathologique si on en voit plus. Et donc, ça traduit la présence d'un œdème interstitiel ou alvéolaire. Donc, on peut le voir dans le cadre des patients traumatisés sévères s'il y a globalement de l'inhalation, chez un malade qui aurait été comateux qui est inhalé en préhospitalier, et ou de la contusion pulmonaire. Donc, vous voyez, l'échographie pleurale, globalement, elle est extrêmement facile avec la sonde de vasculaire. Mais les images peuvent aussi être obtenues via une sonde cardiaque. Donc, on va changer la sonde. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont aussi bonnes? Alors, on a tendance à dire que non, mais c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux modèles d'échographie, ils ont un peu lissé leur algorithme. Et effectivement, on a tendance à avoir des images qui sont plutôt de meilleure qualité. Donc là, encore une fois, c'est comme je disais, il n'y a pas d'habitude. Je crois à Lille, vous faites tout par sonde. Enfin, à Lille, pas tous. On n'a pas, hein, mais j'ai tendance à prendre 3 sondes différentes. Effectivement, j'ai appris la FAST Echo avec un radiologue qui disait, écoutez, vous n'êtes pas radiologue, pourquoi en plus vous servir de la mauvaise sonde pour moins bien voir? Et j'ai gardé ce mécanisme de changer de 3 sondes systématiquement et d'utiliser les 3 sondes. Donc de salir les 3 sondes. Donc là, on voit que c'est moins beau. Hein. On voit le glissement pleural qui est toujours présent. Hein. Mais effectivement, c'est beaucoup moins visuel que ça ne l'était tout à l'heure. Mais on le voit de ce côté. On va remontrer de l'autre côté, puis je vais vous montrer. Voilà, là, on voit bien. Hop, si je fais encore une fois... Tac.
En tout cas, je pense que c'est utile quand on a un petit doute ou quand on ne voit pas bien d'utiliser la bonne sonde pour confirmer ou infirmer notre diagnostic, probablement. Donc effectivement, on voit que ça fonctionne avec la sonde cardiaque. Après, effectivement, je rejoins totalement Delphine sur l'idée que si vous avez un doute, privilégiez la sonde adéquate. On voit que maintenant, on est obligé de changer de mode même avec la même sonde. Et donc, en fait, on ne perd pas énormément de temps, surtout si les sondes sont pré-réglées pour les modes qu'il faut. Et on va finir de manière assez logique avec la sonde globalement abdominale. Ça, c'est ta pratique à toi. Oui, c'est ma pratique à moi. Donc moi, la sonde vasculaire, Johan, la sonde cardiaque, et toi, la sonde abdo. Moi, j'utilise uniquement la sonde cardiaque, que ce soit pour l'écho pleuropulmonaire ou abdominal, mais en fast écho. Voilà. On se place dans la fast écho. L'important, effectivement, comme on disait, c'est de connaître les limites de nos outils pour pouvoir intégrer les informations qu'ils vont nous donner dans la prise en charge de nos malades, parce que ça va être le maître mot de la suite du topo, mais en fait, globalement, ça nous apporte des images et il est important de les contextualiser pour pouvoir en ressortir globalement une prise en charge la plus adéquate. Hop, et donc là, effectivement, on voit, la sonde, je suis désolé, on la repose, donc hop, je vais descendre un petit peu la profondeur. Voilà, donc là, encore une fois, on voit, on voit la plèvre glisser à ce niveau-là. Hop, je vais remettre avec la peine pour vous la montrer. Donc là, elle glisse bien. Donc il n'y a encore une fois toujours pas de pneumothorax, tout va bien. On est plutôt rassuré. Et c'est magique, la profondeur est globalement la même, donc je n'ai même pas besoin de refaire la flèche en changeant de côté. On la voit, elle est toujours présente. Donc, ça, c'est globalement l'échographie pleuropulmonaire, on va dire simplifiée pour le patient traumatisé sévère. Quand on a un patient qui globalement descend des étages, qui viendrait pour une détresse respiratoire, et c'est vrai que j'ai toujours l'exemple parce que c'est une situation fréquente du patient opéré d'une chirurgie intra-abdominale avec une anastomose, qui viendrait pour une suspicion globalement de péritonite post-opératoire, ça se présente souvent effectivement comme étant par une détresse respiratoire, et donc on peut être amené à aller plus loin dans l'analyse. Et donc si on passe à la diapo suivante, on va voir qu'il y a plusieurs zones qu'on peut aller regarder. Donc on ne va pas forcément toutes les détailler aujourd'hui parce qu'il y a pas mal d'échographies à faire, mais en fait on va la diviser en 6 segments. Il y a globalement la partie antérieure, la partie effectivement latérale et la partie postérieure, eux-mêmes divisés en une partie supérieure et inférieure. Donc il y a 6 cadrans. Et l'objectif de cette échographie pleuropulmonaire, effectivement, ça sera de rechercher effectivement la présence d'un pneumothorax. Donc c'est on va surtout identifier un glissement pleural et éliminer un pneumothorax, mais ça va être de rechercher des épanchements pleuraux et ou des atélectasies en regard. Et globalement, on n'aura pas mis d'image, mais c'est extrêmement facile à voir. Ce sont une base hypoéchogène et vous avez le poumon qui est tassé. Donc on va regarder comment la voir chez Anna. Alors, on va juste mettre le bras derrière la tête, parfait. Donc là, on va rester pour voir les cul-de-sac pleuraux et la plèvre, en tout cas des atélectasies que seraient des bases, donc de la consolidation pulmonaire. Il est, je trouve, beaucoup plus logique d'utiliser là par contre la sonde abdominale. Donc je me permets de descendre. Et donc en fait, on descend. Et alors on va aller rechercher, je gagne un peu en profondeur. Hop, donc on ne trouve pas toujours tout de suite parce que ce n'est pas toujours simple. Vous voyez mieux tout à l'heure, toujours comme ça. Alors là, on voit encore la plèvre bouger et on voit le poumon juste en dessous. Alors je ne peux pas mettre de flèche parce que mes deux mains sont occupées. Donc vous voyez sur la partie gauche, effectivement, le poumon avec le glissement pleural. Et on voit le poumon en dessous. On ne voit pas vraiment bien le diaphragme. Je vais essayer de le dégager. Mais il y a un cône d'onde qui est juste devant. Ça peut arriver. En tout cas, on voit que le cul-de-sac qui est en haut, on n'a pas de liquide. Donc il n'y a pas d'épanchement pleural. Et le poumon glisse toujours. Donc on est rassuré de ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher sur l'échographie. Plutôt là non plus, c'est plutôt pulmonaire. Et on va aller regarder de l'autre côté. Donc hop, je rebascule. Peut-être qu'on verra mieux de ce côté-là. C'est pas certain. En tout cas, effectivement, on voit toujours là le glissement pleural. Là, on voit que la plèvre est collée à la paroi. On peut la voir bouger, on peut voir du liquide en avant. Globalement, on considère que ça devient comme critique si on a plus de 2 cm, c'est-à-dire qu'on retrouve
2 cm d'épanchement pleural nous laisse à penser qu'on va avoir plus de 500 ml et il va falloir drainer. Et effectivement, on voit moins bien de ce côté. On re-regardera tout à l'heure dans le cadre de l'échographie abdominale. Donc, en fait, on voit, il y a deux... si on repositionne l'échographie pleuropulmonaire, il y a l'échographie pleurale, où on va chercher le glissement pleural. On ne mettra pas forcément en évidence le pneumothorax, parce que le décollement et le point poumon, ce n'est pas toujours visualisé, mais en fait, ça nous apportera une information pour dire que le malade ne présente pas de pneumothorax au moins compressif. Et on a une autre partie de cette échographie pleuropulmonaire qui va être faite avec la sonde abdominale, qui va plutôt rechercher des épanchements pleuraux, qui seraient en fonction du volume à drainer, en fonction aussi du retentissement respiratoire, et des atélectasies qui seraient en regard et qui pourraient bénéficier soit du drainage si besoin, soit parfois de manœuvres de recrutement si le malade doit passer au bloc opératoire pour optimiser que ce soit l'état respiratoire, surtout l'état respiratoire. Donc, quand on a ces informations, et c'est ce qu'on disait, il est hyper important de les contextualiser. Je donne juste comme exemple, il faut dire cocorico, c'est cette étude de Fanny Plancard de Strasbourg qui a évalué l'intérêt de la fast écho dans le déchocage des traumatisés sévères associé à la radio de thorax et à la radio de bassin. Et ce qui est important, c'est que dans 45% des cas, les informations permettaient de ne rien faire. Ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir, des fois, vous allez diagnostiquer des pneumothorax antérieurs. Si votre malade est totalement stable, il ne faut rien faire et privilégier la réalisation d'un scanner pour avoir un bilan des années complet. Donc, attention aux images que vous allez obtenir, il faut les contextualiser. Et une image ne veut pas dire forcément faire un geste, c'est en fonction du contexte. Donc, on a fait une petite diapo. On va peut-être montrer déjà les images pathologiques, effectivement. Donc là, on voit, c'est totalement physiologique. Hein, la plèvre glisse des deux côtés, de ce côté. Et là, c'est une image pathologique. On voit que la plèvre ne glisse pas. Et puis, on voit à la fin, c'est pas très très beau, mais on voit voilà, la plèvre qui réapparaît. Donc en fait, c'est un point poumon. C'est une zone qui est à gauche, qui est décollée. Et on voit ça, une zone à droite qui, avec un mouvement pleural. Et donc là, ça, c'est pathognomonique du pneumothorax. Ça traduit qu'il y a une zone décollée et une zone collée. Donc les deux feuillets pariétaux et viscéraux sont accolés d'un côté et sont décollés de l'autre. Donc ça, effectivement, c'est pathognomonique du pneumothorax et ça signe sa présence. D'accord ? De l'autre côté, quand on voit le glissement pleural, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros pneumothorax, en tout cas, on n'en a pas visualisé. Donc ça, c'est pour l'échographie pleurale. Donc en fait, si on recontextualise, en fait, on a trois possibilités. Soit on a, chez les malades qui seraient en détresse respiratoire, des lignes B, et à ce moment-là, soit elles sont unilatérales et le malade a un contexte qui est compatible. On peut poser le diagnostic de pneumonie. Hein. Alors, chez un traumatisé sévère, ça peut être une pneumonie d'inhalation, ou chez un malade qui viendrait pour une détresse respiratoire des étages, ça peut être une pneumonie associée aux soins. Si c'est bilatéral, à ce moment-là, et c'est là tout l'intérêt de ce topo et d'avoir plusieurs opérateurs, c'est qu'on verra tout à l'heure avec Johan l'intérêt de coupler avec l'échographie cardiaque pour, à ce moment-là, identifier les valeurs des pressions de remplissage du ventricule gauche. Si elles sont très élevées, ça peut être un OAP. Si elles sont plutôt basses, on peut parler d'un SDRA ou d'une fibrose, ou alors d'un œdème lésionnel un peu diffus, qu'on pourrait voir, par exemple, comme on l'a dit, dans une péritonite post-opératoire. La deuxième possibilité, c'est de trouver une consolidation. Donc c'est le poumon qui aura été consolidé. Il a un aspect qu'on décrira à l'échographie de hépatisé. Il a la même densité, je vais vous montrer, que le foie. Je me permets. Hop là. Alors ça c'est frisé où j'ai plus de gel. Hop. Je vais remettre à le dos pour vous montrer. Hop. Tac. Abdomen. Hop. Et donc, hop, je me permets, je suis désolé. Donc là, on voit le foie avec toujours un peu le condom. Et bien en fait, l'aspect est réellement le même. Et donc on voit là techniquement, c'est ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure et que je n'arrive pas à vous montrer, c'est le foie en bas, à droite de l'image, et en haut, on voit encore un peu de glissement pleural arriver. Et c'est le diaphragme qui est juste en dessous. Donc on voit que s'il y avait une consolidation, la densité du poumon serait équivalente à celle du foie. À ce moment-là, effectivement, ça peut traduire deux choses, encore une fois, soit un contexte de pneumonie, dans un contexte infectieux, une pneumonie, soit dans un contexte de complications intra-abdominales, des atélectasies du fait de l'ascension du diaphragme.
Dernière hypothèse, et on l'a dit, c'est l'analyse de la plèvre. D'accord. Et donc, on peut retrouver des épanchements, on l'a évoqué tout à l'heure, donc drainer en fonction du retentissement respiratoire. Et on pourrait dire que ce n'est pas totalement vrai ce que j'écris, je marque pneumothorax, mais en fait, c'est plutôt, on va visualiser le glissement pleural et éliminer le pneumothorax. Et s'il n'y a pas de glissement pleural et que votre malade est en détresse respiratoire, alors, on peut toujours discuter de ce que ça sous-entend. Est-ce qu'un malade qui serait en 100% à 92 de SAT, vous préférez aller au scan ou alors le drainer? Ça, c'est peut-être une question d'école. Moi, j'ai tendance, mais après, on pourra en discuter avec les autres experts, à, si on contrôle l'état respiratoire, de privilégier le scanner en premier, surtout qu'il est à côté de notre zone de déchocage. Et donc, en fait, décider ou pas de drainer en fonction du contexte. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on ne visualise pas forcément le pneumothorax, on visualise l'absence de glissement de la plèvre. Et donc, il y a un piège, c'est l'intubation sélective. Fréquent, ouais. Très fréquent, sous-entendu, en fait, la sonde d'intubation a été poussée trop loin, on a intubé en sélectif à droite, et le premier signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est si l'absence de glissement est à droite. Isolé, déjà, il faut se méfier, voilà, d'intubé ventilé, pas de glissement à droite. Le piège, à ce moment-là, c'est l'intubation sélective. Donc, il y a deux façons de contrôler ça. C'est la réalisation de la radio de thorax, qui garde une place pour ça. Ou alors, effectivement, on peut visualiser la profondeur et la distance par rapport à d'insertion de la sonde d'intubation, la retirer de 2-3 cm et refaire une échographie pleurale. Entre les deux stratégies, mon cœur balance, mais les deux, en tout cas, sont réalisables. Il faut juste avoir en tête que absence de glissement pleural à droite isolé chez un malade qui ne serait pas en grande défense respiratoire, il ne faut pas se jeter sur le drainage et il faut penser au piège qu'est l'intubation sélective. Je pense avoir fait le tour de l'échographie, en tout cas pleuropulmonaire, et on va pouvoir attaquer la petite sœur de l'échographie pleuropulmonaire, un peu plus bas, qui est l'échographie abdominale. Alors là, je vais vous montrer avec les différentes sondes, mais je commence avec la sonde abdominale, donc effectivement, c'est parce que j'ai été élevé avec celle-là, donc elle me colle à la main. Donc on va regarder, globalement, encore une fois, vous verrez que l'objectif est beaucoup plus simple avec l'échographie abdominale, c'est d'identifier dans le ventre du liquide. J'insiste sur ce terme-là parce que vous verrez qu'il y a 2-3 pièges. Globalement, le plus fréquent par argument de fréquence, dans le cas d'un traumatisé sévère, il s'agira d'un saignement, mais on peut être amené à avoir des surprises. Donc, on va refaire le tour et je ferai l'abdomen avec la sonde abdominale et cardiaque, mais je ne ferai pas plus parce qu'il n'y a pas d'indication à le faire avec la sonde. Voilà. Globalement, il faut prendre la sonde, se positionner et on va aller chercher tout de suite très postérieur. Et normalement, on tombe tout de suite dessus. Donc, hop, on peut baisser un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez, si vous allez tout de suite postérieur, alors l'idée... Alors, moi, je la pose de manière de crânio-caudale. Je ne sais pas comment vous faites, vous, si vous la posez en longitudinal. Comme moi, voilà, tout le monde fait pareil. On a un consensus, avis d'experts. Donc, là, vous voyez, effectivement, je vais vous mettre le scribe encore. J'en utilise peut-être un peu trop, mais c'est vrai que je trouve ça assez pédagogique. Donc là, vous voyez le Morrison, le foie en avant, le rein derrière. Et donc, ce que vous êtes amené à faire, on va supprimer ça, c'est effectivement de balayer de haut en bas avec la sonde. C'est ce que je fais pour voir si l'épanchement peut y avoir des fois un épanchement qui n'est pas total. Et donc, je balaye tout ce cul-de-sac pour être certain qu'il n'y a pas de sang. Donc là, vous voyez, il y a le foie et le rein qui sont totalement collés. Et donc, il n'y a pas de liquide intra-abdominal. Donc, on est plutôt rassuré de ce côté-là. Tout va toujours bien. Voilà. Et donc, toujours un peu embêtant, on a parfois des cônes d'ombre dus aux côtes. Il faut essayer des fois de se débrouiller. Après, on arrive quand même à le voir assez rapidement. On va aller de l'autre côté. Donc, voilà, merci. Et donc, encore une fois, pareil comme je vous ai dit, on va aller très postérieur. Et donc, je ne suis pas très grand, donc j'ai des reflets, mais ce n'est pas grave. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez, je suis quasiment tombé dessus tout de suite. Et madame est l'exemple parfait, c'est qu'en fait, on a encore une fois un cône d'ombre qui nous gêne, mais on voit la rate à ce niveau-là. Donc, on va faire hop. La rate est ici. Le rein est ici. Et la zone, le cul-de-sac, on va dire,
entre la rate et le rein, il est vierge, les deux sont collés. Et encore une fois, vous voyez, je vais tout enlever mes flèches qui ne sont pas très belles, il faut le reconnaître. Je monte de haut en bas, je balaye la zone. Et vous voyez, le mouvement, c'est juste de faire basculer la sonde intra-abdominale et on visualise l'ensemble de la loge spléno-rénale et on voit qu'il n'y a pas de liquide. D'accord ? Donc le liquide serait un épanchement hypoécogène. Hein, exactement. Un liquide se traduirait par un épanchement hypoécogène. Et je reviendrai avant de transmettre à Johan sur les deux pièges, mais je ne vais pas vous spoiler pour le moment. Il reste la troisième zone à aller visualiser. Je descends. Et donc, en fait, c'est rechercher le cul-de-sac. Hop, je vais remettre un peu de gel. Oui, parce parfois, on a des interpositions plutôt hyperécogènes. Chez des mannequins qui sont moins mannequins et qui sont un peu plus gras, il y en a souvent de la graisse interposée. Effectivement, on peut avoir... hyperécogènes nous gênent un peu moins. Exactement. On peut avoir des fois un petit peu de différence entre les deux, un petit espace de graisse. Il faut faire attention, effectivement, ce n'est pas hypoécogène, c'est plutôt hyper. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas se considérer ça comme un épanchement. Et donc là, on voit très bien le cul-de-sac, et donc encore une fois, sans liquide. Alors après... ça peut y avoir un tout petit peu de liquide de manière physiologique chez la femme, il faut le savoir. Et donc, ne vous jetez pas sur la laparotomie exploratrice, ça peut être totalement normal. Et encore une fois, le message, c'est de contextualiser. Donc ici, tout va bien, aucun souci et pas de liquide. D'accord ? Et donc, en fait, là, on a déjà fait le tour de l'échographie abdominale. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. On a tendance à dire, c'est quand j'étais au déchocage à Beaujon, la fast écho doit être faite en 2 minutes. Et effectivement, on voit que c'est assez rapide. Si vous vous mettez de manière très postérieure, comme je dis, voilà, vous tombez sur les informations tout de suite. Hop, on l'a là tout de suite. On retourne de l'autre côté. Vous voyez, on se met très postérieur. Il ne faut pas avoir peur, on a l'information. On bascule un peu, on a fait. Et hop, on descend ici. On a tout de suite les informations. Vous voyez, c'est ce que je disais, il y a un petit peu de liquide, c'est physiologique. Donc on en voit. Et donc, voilà, les informations sont là et on peut même rapidement remonter sur la plèvre sans changer de mode. Vous voyez, en mode abdo, on le voit glisser tout en haut. Donc en fait, on peut avoir des informations très rapides sans forcément changer de sonde. Voilà. On va regarder rapidement parce que ça ne va pas changer grand-chose. Et puis pédagogiquement, je pense que vous avez compris qu'on peut le faire avec plusieurs sondes, avec la sonde cardiaque. Et comme ça, à la mode de Rennes. À la mode de Rennes, ce qui nous fera une transition toute parfaite. Pour passer la suite à Johan. Donc là, tac, hop, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. On va mettre abdomen, hop. Donc là, on peut passer à 10 cm. Et on voit, et vous voyez, alors là, les images, on voit, alors on voit presque mieux avec la sonde cardiaque. Donc, on ne va pas comparer la Normandie et la Bretagne, ça ferait un long débat. Et je pense qu'on pouvait passer plus longtemps que pour cette session. Mais effectivement, il faut reconnaître que comme la sonde est moins large, on a moins de cônes d'ombre postérieurs, les cônes d'ombre des côtes qui vont s'interposer. Donc, on voit très bien. Et donc, vous voyez, je ne vous remontre pas, quoique si je peux le faire, parce que je suis tombé amoureux de ce mode. Hop, et là, on revoit. Hop, elle est là. Il n'y a pas de souci, il n'y a toujours pas de liquide. Et on va finir en enlevant ça. Et on voit encore très bien, vous voyez, avec un tout petit peu de liquide sur les côtés. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'échographie abdominale. Donc vous voyez, on voit avec les deux. Et on va voir comment peut-être... alors là, on voit des images pathologiques. On voit que par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure, je ne sais pas si on voit, si je m'y mets, mais Delphine, effectivement, il y a du liquide entre le rein et le foie. Donc effectivement, ça traduit la présence d'un épanchement intra-abdominal. Donc là, il y en a un dans cette zone-là. Là, on en voit, il est plus dur à voir, mais d'où l'intérêt de ce que je vous ai montré, de balayer de haut en bas, c'est on voit qu'il y a un épanchement en haut entre, cette fois-ci, la rate et le rein. Donc là, on a un épanchement dans 2 cadrans. Et quand on va descendre dans le cul-de-sac, effectivement, on va avoir, alors là, ce n'est pas une vidéo, mais on va avoir du liquide dans le cul-de-sac de Douglas. Donc en fait, il y a un épanchement dans les 3 cadrans. Donc maintenant, comment contextualiser cette information ? Parce qu'encore une fois, on nous apporte des données. Comment faire ? Alors là, on avait le péricarde avec un petit peu de liquide, mais bon, on a spoilé le début de... À peine. Donc après, je ne vais pas rentrer parce que ça dépasse ce topo-là et
je pense que si on invitait des Américains ou des Européens, on n'aurait pas la même définition de ce qui est de stabiliser, pas stabiliser. Mais c'est vrai qu'on va dire que la tendance est à aller plutôt à l'imagerie pour avoir un bilan complet. Donc en fait, si on a une hémodynamique dite instable, donc, qui résisterait à des manœuvres de réanimation, à l'introduction de noradrénaline, ou alors avec des doses croissantes de noradrénaline, et que l'IFAST est positif, sous-entendu, j'identifie du liquide dans ma cavité abdominale, à ce moment-là, effectivement, on va préférer aller au bloc opératoire et avec toujours dans l'idée de faire une laparotomie exploratrice et si on trouve des choses, une chirurgie dite de damage control écourtée. Si elle est négative, à ce moment-là, il faut rechercher une autre cause d'instabilité, bien avoir éliminé la présence d'un pneumothorax ou en tout cas compressif. Il faut toujours se méfier d'un malade qui aurait un état de choc avec une FAST, on va dire, qui serait négative et pas de pneumothorax et qui aurait été inconscient dès le départ. C'est peut-être un traumatisé médulaire jusqu'à preuve du contraire, surtout si l'hémoglobine ne bouge pas. Donc toujours penser à ça, ces malades-là, c'est assez piégeux, et ce d'autant plus que s'ils ne saignent pas, on peut discuter. Nous, on a tendance des fois à viser des objectifs peut-être de pression artérielle plus élevés quand on a des gros doutes diagnostiques chez ces malades-là, même si on peut aussi décider de le faire après le scanner. A l'inverse, vous allez voir que maintenant, quand les malades sont stabilisés, que ce soit avec des doses de noradrénaline qu'on va dire stabilisées et ou après des manœuvres de réanimation, et que la FAST est positive, on a plutôt tendance à recontextualiser et on a tendance à dire que la flèche qui irait à gauche pour aller au bloc opératoire, elle est de plus en plus rare et qu'on a plutôt tendance à aller au body scanner. Et ça, je pense que c'est quelque chose de commun entre nos différents centres, c'est qu'on est moi, je dis presque que la chirurgie écourtée est en train de disparaître. On a de moins en moins de blocs directs et c'est vrai, a tendance à aller plutôt à l'imagerie pour avoir un bilan exhaustif des lésions. Peut-être que tout ce que je vous raconte, ça sera un jour caduc avec les salles hybrides, mais c'est un sujet un peu différent. Donc effectivement, vous voyez, la présence de liquide ne doit pas faire, on va dire, être hyper agressif la prise en charge. Il faut recontextualiser, voir la stabilité du malade, voir son évolution au déchocage. A l'inverse, un malade qui serait très instable avec une première FAST écho qui serait négative, n'hésitez pas à en refaire une avant peut-être de repartir au scanner. On a eu des fois des surprises où l'hémopéritoine s'est majoré de manière extrêmement agressive et on a pu changer de stratégie avant de partir au scanner si les choses étaient incontrôlées. Voilà. L'idée de IFAST négative et malade extrêmement instable, l'intérêt d'une radio de bassin, auquel cas, s'il y a un gros trauma du bassin avec un open book, l'instabilité, le rétropé qu'on ne voit pas à l'échographie et qui permettrait une orientation rapide vers l'artérioembolisation ou un packing. Oui, c'est une très bonne réflexion. C'est qu'effectivement, si vous avez une IFAST qui ne retrouve pas d'argument pour expliquer en tout cas votre instabilité et que vous avez l'histoire clinique est compatible avec un bassin et que vous tournez autour de ça, faire une radio de bassin peut être aussi très intéressante pour décider d'aller directement à l'artériographie. Après, c'est à voir et ça dépend des centres en fonction des radiologues. Certains préfèrent encore l'imagerie, mais c'est vrai que ça peut être fait. Et il y a toujours le piège aussi, il faut se méfier, ça serait d'un malade très instable avec un bassin qui serait effectivement fracturé et avec globalement très peu de sang ou seulement, on va dire, dans le Douglas, dans l'abdomen. Ça, c'est un piège. C'est un des pièges dont je voulais vous parler avant de passer la main à Johan. C'est la suffusion du rétropéritoine. D'accord ? C'est un peu des dossiers compliqués. Il faut faire attention à ne pas avoir non plus de tomber dans le message inverse, de dire que voilà, c'est que ça, mais il faut y penser. Il y a le piège, c'est qu'on a dit qu'on diagnostiquait un épanchement. Il peut y avoir des ruptures d'estomac. Ça arrive. Et donc, en fait, vous voyez du liquide. Alors après, ça ne veut pas dire que votre malade ne va pas avoir de laparotomie, mais en tout cas, vous pouvez faire le bilan exhaustif avant. Et le dernier, ça serait les ruptures de vessie, même si c'est vrai que c'est plutôt rétropéritonéal, il peut y aussi y avoir un peu de suffusion et ça peut donner ce type de lésion. Donc en fait, d'où l'intérêt de recontextualiser et de ne pas se jeter sur le ou le cirrhotique avec son acide. Ça, exactement. Moi, je me souviens d'un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est une IFAST, un malade qui était vendu comme traumatisé crânien grave, Glasgow 14 à la phase initiale, qui s'était aggravé parce qu'il avait reçu du SSH, on va dire, de manière un peu systématique. Il arrive très, très confus, très agité. On est à 2 doigts de l'intuber. Mon collègue dit, je vais l'intuber. Je dis, attends, on fait la phase comme d'habitude. Et en fait, on diagnostique un globe induit par l'osmothérapie. On a globalement traité le globe et le malade était Glasgow 15 non déficitaire. Donc, vous voyez, c'est des petites histoires de chasse. Ça ne fait pas foi, mais en tout cas, savoir qu'il faut être systématique, le faire et utiliser les informations à bon escient.
Merci Jean-Denis. Je passe la main à bien Johan. complet. On va enchaîner avec la partie cardiaque et le Doppler transcrânien. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci Jean-Denis. Donc je prends la suite avec l'échographie cardiaque et je l'intègre directement à ce que Jean-Denis vient de présenter sur l'IFAST. L'échographie permet au niveau cardiaque d'éliminer par voie sous-costale un épanchement péricardique, c'est ce qu'on cherche à rapidement éliminer sur un polytraumatisé, un traumatisé sévère. En revanche, on a l'avantage avec l'échographie par l'abord d'autres voies d'avoir d'autres informations et on peut s'en servir comme outil diagnostique dans les patients en état de choc admis au déchocage. Donc, je vais vous présenter les différentes voies et fenêtres ultrasonores en échographie cardiaque, en commençant par la voie sous-costale pour rester logique avec l'IFAST, et puis vous montrer les différentes grandeurs et mesures que l'on peut obtenir de façon à pouvoir rapidement progresser dans le diagnostic des états de choc. Donc sur la diapo qui suit, nous avons les différentes fenêtres. Alors vous avez la fenêtre sous-costale évidemment, soit en grand axe, soit en petit axe. La fenêtre apicale, donc habituellement se situe sous le mamelon, et puis la fenêtre parasternale, donc comme son nom l'indique, sur le bord gauche du sternum, avec une fenêtre grand axe et puis une fenêtre petit axe. Et puis je vais vous faire la démo dans quelques secondes. L'échocardiographie, finalement, elle a deux intérêts au déchocage. Quand elle est rapide, elle permet d'avoir deux axes d'exploration. D'une part, hémodynamique, en ayant une approche visuelle de la fonction systolique. Donc on va le revoir avec l'ITV sous-aortique, la fraction d'éjection VG et VD, mais de façon visuelle. Une estimation également de la volémie, et je vais revenir sur les différents items, que ce soit l'exclusion systolique du ventricule gauche, le diamètre de la veine cave inférieure et ses variations respiratoires. Et puis on abordera un tout petit peu le Doppler pulsé mitral qui peut être d'un intérêt certain. Je n'irai pas tellement plus loin parce qu'après on rentre plutôt dans, on va dire, la phase avancée de l'échocardiographie, et donc on se limitera juste au Doppler pulsé mitral. Et puis on a un aspect d'exploration étiologique et morphologique, et en particulier dans les états de choc cardiogéniques, on va aller rechercher les signes d'embolie pulmonaire sur la dilatation des cavités droites, en particulier du ventricule droit, les rapports ventricule droit, ventricule gauche en termes de surface, le Doppler tricuspide peut être également utilisé, que je n'aborderai pas là, et puis sur les épanchements péricardiques, le collapsus diastolique de l'oreillette droite, du ventricule droit, le cœur qui danse également dans le péricarde quand le volume d'épanchement est suffisamment important, et puis la dilatation de la veine cave inférieure. Et puis on peut avoir également une orientation septique quand le contexte est là. Jean-Denis l'a dit, les images, qu'elles soient d'échocardiographie ou d'autres échographies, elles doivent être intégrées au contexte clinique de façon à pouvoir guider la stratégie diagnostique et également thérapeutique. Donc on va commencer tout de suite avec la voie sous-costale. Et là, c'est plus facile, tu n'as qu'une seule sonde. Je n'ai qu'une seule sonde. J'utilise donc la sonde cardiaque par définition. Donc on va prendre les réglages standards, la profondeur 15 cm. Donc la sonde est tenue évidemment comme un crayon. L'ergot, le repérage est mis sur le côté gauche du patient, ce qui permet d'avoir un affichage inversé droite-gauche comme on a l'habitude en imagerie radiologique. Donc on va se placer juste sous la xiphoïde. Voilà, on est en réglage cardiaque, la profondeur 20 cm à peu près. Et donc vous voyez apparaître sur l'écran les 4 cavités que je vais vous indiquer tout de suite. Donc vous avez le ventricule gauche ici, on peut avoir une estimation déjà de sa contractilité. Le ventricule droit qui est triangulaire et fin. Et puis le péricarde ici hyperéchogène, dans lequel, s'il y avait un épanchement péricardique, on verrait apparaître une zone hypoéchogène traduisant un épanchement péricardique. L'échographie cardiaque est très sensible pour détecter ce type d'épanchement. À partir de 20 ml, on peut déjà avoir une information sur l'existence ou pas d'un épanchement. Je reste sur la voie sous-costale et je vais faire 90 degrés dans le sens anti-horaire, qui va me permettre de faire apparaître la veine cave inférieure, ici. Donc vous avez la veine cave inférieure ici, l'oreillette droite dans laquelle elle se jette. Et on va pouvoir, sur cette voie, sur cette fenêtre, mesurer les variations respiratoires de la veine cave inférieure. Donc on va faire un tracking. Voilà. Et grâce à cet appareil
on va pouvoir avoir une estimation. Hop, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc avec les variations respiratoires, on va avoir un calcul automatique des variations de la veine cave inférieure, qui est aux alentours de 50%. Là, si on regarde, pardon, ça varie le temps que ça calcule. Voilà, 24% de variation respiratoire, donc tout à fait normal. Voilà pour la voie sous-costale. Je passe à la voie apicale cette fois-ci. Donc une voie importante parce qu'elle permet d'avoir également beaucoup d'informations sur les cas de cavité cardiaque. Donc on va se positionner toujours l'ergot sur la droite pour avoir l'affichage comme en radiologie, la partie droite à gauche et la partie gauche à droite de l'écran. Donc juste sous le mamelon, on va pouvoir faire apparaître les cas de cavité. Donc j'augmente un tout petit peu le gain, voilà. Un petit peu moins de profondeur. C'est important de bien se... Alors ça peut paraître un petit peu de perte de temps de régler, mais c'est très important pour avoir une bonne qualité d'image et d'avoir une bonne analyse des cavités cardiaques. Donc d'emblée, on peut voir les cas de cavité cardiaque, donc ici le ventricule gauche à droite, le ventricule droit ici, et puis oreillette droite et oreillette gauche. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'emblée, on peut avoir une estimation globale visuelle de la contractilité et du ventricule gauche et du ventricule droit, qui sont ici qui sont normaux. C'est également sur cette voie, sur cette fenêtre, qu'on va pouvoir avoir une estimation du flux cardiaque à travers le calcul de l'ITV sous-aortique. Donc, pour ce faire, on va légèrement becquer la sonde vers l'épaule droite et on va faire apparaître la cinquième cavité, ou appelle chambre de chasse de l'aorte. Hop, voilà. Donc, qui apparaît ici. On va mettre en place un curseur de Doppler pulsé. Voilà. Et l'appareil va calculer automatiquement le contour de l'ITV sous-aortique. Donc je vais geler. Voilà. Et vous avez sur l'affichage à gauche une ITV sous-aortique qui est aux alentours de 20 cm, donc tout à fait normal et logique dans le contexte. Toujours sur cette voie apicale, cas de cavité, vous avez également la possibilité d'avoir une estimation des pressions de remplissage à travers le Doppler mitral pulsé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va bien se positionner, bien dégager la valve mitrale, voilà. Et on va placer un tir Doppler pulsé juste au bout du cône de la valve mitrale. Voilà, toc. Et on va pouvoir afficher le Doppler mitral. Alors je l'ai perdu, je recommence. Voilà. Je vais geler. Donc on a sur cet affichage le Doppler pulsé avec deux ondes, l'onde E qui apparaît en premier, donc l'onde de remplissage rapide des cavités gauche, et donc ici l'onde E, et puis l'onde A qui est la phase de remplissage lors de la contraction atriale. Et donc à partir du calcul de ces grandeurs et du rapport de l'onde E sur l'onde A, on est capable d'avoir un indice sur l'état de remplissage, les pressions de remplissage des cavités gauches. Voilà pour la voie apicale, cas de cavité. Alors, autre fenêtre ultrasonore, c'est la fenêtre apicale avec deux modalités, une grand axe et une petit axe, très intéressante également, qui permet de détecter les épanchements péricardiques, même en dehors du contexte de traumatologie type FAST. Donc, on repasse sur le mode 2 dimensions. Je me positionne donc sur une ligne qui va à peu près du médio-sternal au mamelon, vraiment sur le bord gauche du sternum. Je vais changer un tout petit peu la profondeur pour mieux voir les cavités. Voilà, donc l'ergot cette fois-ci a changé de sens. On a positionné l'ergot sur le côté droit du patient. Et donc on voit apparaître sur cette vue le ventricule gauche ici, la valve mitrale au milieu, l'oreillette gauche, et puis vous avez le ventricule droit qui se trouve juste ici. Donc cette vue elle est intéressante
pour deux choses. D'une part, on va pouvoir détecter l'existence d'un épanchement péricardique, une zone hypoéchogène, si elle existe juste au niveau du péricarde, la zone hyperéchogène. Et puis, on peut avoir une estimation également de la contractilité des parois du ventricule gauche postérieure et médiale, septale. On peut passer ensuite à la fenêtre parasternale petit axe. Donc, pour ce faire, on va tourner de 90 degrés en sens horaire la sonde d'échographie et on voit apparaître le ventricule gauche avec la valve mitrale que vous voyez au centre ici, le ventricule droit qui est sur la partie droite de l'écran. Et donc, on va pouvoir explorer la pointe du VG. Donc, on va pouvoir descendre, on va becquer la sonde légèrement vers le bas de façon à pouvoir explorer toute la cavité et la contractilité radiale du ventricule gauche. Donc là, je suis quasiment à la pointe du ventricule gauche avec une très bonne contractilité homogène sur toutes les parois, septale, latérale, inférieure et antérieure. Je remonte vers la base du cœur en becquant à nouveau vers l'épaule droite la sonde d'écho. Et donc, on va voir apparaître la racine de l'aorte qui est juste là. Voilà. Vous avez ici la racine de l'aorte avec la valve aortique, l'oreillette droite, le ventricule droit, et puis la valve pulmonaire qu'on devine là, ici. Donc on a une exploration finalement de toutes les cavités par cette voie parasternale, grand axe et petit axe. C'est la voie qui permet également de détecter un épanchement péricardique qui peut se situer ici sur le bord latéral du ventricule gauche, dans la zone hyperéchogène que je vous présente. Et puis c'est également sur cette voie-là qu'on peut avoir une estimation dans le cadre de cœur pulmonaire aigu, une estimation de la dilatation du ventricule droit et du retentissement sur le ventricule gauche avec l'existence d'un septum paradoxal. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà pour les fenêtres ultrasonores de l'échographie cardiaque. J'ai une petite question là. Tu nous montres une évaluation assez précise, mais assez globale quand même cardiaque. Si on est avec un malade extrêmement instable dans le cadre d'un trauma ouvert ou d'un trauma pénétrant ou d'un trauma thoracique et qu'on veut vraiment éliminer un épanchement péricardique, tu commencerais par quel? En sous-costal? Alors je pense qu'il faut privilégier la voie sous-costale. C'est celle qui fait partie de la modalité IFAST. C'est celle qui est la plus rapide, qui est souvent accessible. Alors parfois on est gêné selon les morphologies des patients, ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faut savoir rechercher les autres fenêtres, en particulier apicale ou parasternale, mais apicale qui peut être vraiment très aidante. Avec le piège, là aussi, en cas de trauma thoracique ou de pneumothorax, de l'emphysème sous-cutané, qui peut complètement gêner l'abord échographique du cœur. Ok, je t'ai interrompu, excuse-moi. Pas de souci. Donc, je reviens, effectivement, je prends la suite de ce que tu viens de présenter, Delphine, c'est la contextualisation de cette échographie. Donc la première chose, c'est, dans le cadre de la traumatologie, c'est d'éliminer une tamponade et donc un épanchement péricardique. Encore une fois, il va falloir le contextualiser, c'est-à-dire que s'il existe un épanchement péricardique, est-ce qu'il est associé à une instabilité hémodynamique? Est-ce qu'il y a des signes de collapsus du ventricule droit, ou une perte de diastole ventriculaire droite? Et est-ce qu'il existe une dilatation de la veine cave inférieure qui traduit une augmentation des pressions de remplissage en aval à droite? Si ces conditions sont réunies, il va falloir vraiment rapidement se poser la question d'un drainage qui soit percutané ou chirurgical au niveau péricardique de façon à restaurer rapidement une hémodynamique satisfaisante. Donc ici, vous avez des images. Donc là, je vous présente une voie sous-costale pathologique d'un patient admis au déchocage pour un trauma thoracique avec, comme vous le voyez sur l'écran, alors je vais vous montrer, je vais me rapprocher un tout petit peu. Je crois qu'on ne voit pas bien. On ne peut peut-être pas bien voir, mais je te donne ça, vous avez ici. Mieux. Si tu te rapproches, je peux te montrer. Vous avez ici l'épanchement péricardique, la zone hypoéchogène, qui. Ça va peut-être être un peu compliqué. Vous avez ici le ventricule droit, juste ça, qui est quasiment virtuel, complètement comprimé par l'épanchement péricardique. Donc ça, c'est vraiment typique d'un tableau de tamponade. Une autre vue qui est cette fois-ci parasternale grand axe que je décrivais tout à l'heure, qui met en évidence l'épanchement péricardique juste à la partie inférieure, sur la paroi inférieure du VG. Donc on voit très bien avec une mesure du diamètre sur cette image qui est de quasiment 24 mm d'épanchement péricardique, donc un épanchement volumineux. Il va falloir y aller, oui. On peut le dire.
Également, cette fois-ci, toujours la même coupe, toujours la même fenêtre parasternale grand axe, mais avec un épanchement beaucoup plus modeste ici, mais qui est quand même détectable, hein, qui fait probablement quelques dizaines de millilitres, sans retentissement sur les cavités gauche et droite. On n'a pas l'impression qu'il y a de compression. Et vous voyez qu'il est quand même circonférentiel, hein, il y a aussi de l'épanchement autour du ventricule droit également. Et puis, une autre façon de le présenter, c'est en voie parasternale petit axe. Donc également, vous avez le ventricule gauche ici, le ventricule droit, et puis vous avez une ligne bordante hypoéchogène juste ici, là, qui traduit de l'épanchement péricardique. Vous avez également un épanchement, enfin une zone hypoéchogène au niveau de la paroi libre antérieure du VD et un petit peu du VG, donc ça traduit cet épanchement péricardique. Voilà comment peuvent se présenter ces épanchements péricardiques. Et je crois que voilà, c'est l'indication de cet épanchement sur cette vue-là. Voilà, autre façon de le présenter. On voit toujours cette ligne hypoéchogène qui traduit l'épanchement péricardique, là plutôt sur le bord gauche du cœur. Alors l'échographie permet également d'explorer les altérations des fonctions systoliques ventriculaires gauche et ventriculaire droite. Ici, vous avez la description ou la visualisation plutôt d'une forte altération de la contractilité du ventricule gauche. On voit très bien que le ventricule gauche ne se contracte quasiment pas. Le ventricule droit, d'ailleurs, se contracte moins bien, mais un peu mieux avec une mobilisation de l'anneau tricuspide, juste ici, hein, ça bouge un petit peu, mais c'est très fortement altéré. Et vous avez à droite de l'écran les mesures dans la chambre de chasse de l'ITV sous-aortique avec une valeur complètement effondrée. Hein. On est à 6 cm d'ITV pour une normale qui est aux alentours de 14 à 20. Donc là, on est vraiment dans un tableau de choc cardiogénique. Autre visualisation de la dysfonction systolique VG, hein, cette fois-ci par la fenêtre parasternale petit axe. Vous voyez donc le ventricule gauche ici, avec une nette diminution de la contractilité de toutes les parois. Alors peut-être que la paroi inférieure se contracte un tout petit peu plus, mais enfin c'est pas ici, hein, ça se contracte un tout petit peu plus au niveau du pilier, mais c'est vraiment discret. Et vous avez un ventricule droit sur la partie gauche de l'écran qui est lui plutôt contractile. On peut également détecter des anomalies, dans le cadre de l'état de choc, des anomalies des cavités droites. Et ici, vous avez sur cette vue, alors c'est un petit peu lent, mais on visualise une vraie dilatation des cavités droites, ventricule droit ici et oreillette droite. Voilà. Donc ça doit faire, dans le contexte d'un état de choc, ça doit tout de suite faire évoquer un obstacle en aval et en particulier l'embolie pulmonaire. Ça peut être également des tableaux d'hypoxie très sévères en cas de SDRA avec une vasoconstriction pulmonaire hypoxique très importante. Ça peut entraîner des dilatations ventriculaires droites un peu similaires. Et puis une façon de le calculer, en tout cas de l'objectiver, c'est de mesurer les surfaces respectives des ventricules gauche et des ventricules droits et d'en faire le rapport. Et donc ce rapport, surface VD sur surface VG, lorsqu'il est supérieur à 1, va traduire clairement une dysfonction ventriculaire droite et en tout cas un cœur pulmonaire aigu dans un contexte d'état de choc. Alors on peut également, l'échographie cardiaque elle est très utile également dans l'estimation de la volémie. Et donc ici vous avez plusieurs indices. Donc le premier indice, c'est ce qu'on appelle le casing heart, c'est-à-dire que la virtualisation de la cavité ventriculaire gauche en systole, en télésystole. Donc on le voit très bien sur cette image. Donc ça doit faire alerter dans le contexte d'état de choc sur l'hypovolémie. On peut avoir également une estimation, j'en ai parlé tout à l'heure, du diamètre de la veine cave inférieure et également de ses variations respiratoires. Donc ici, vous avez représenté les variations. On voit bien le collapsus de la veine cave inférieure en inspiration. Donc on peut calculer un index de collapsibilité. Ce n'est pas forcément toujours évident de le faire au déchocage quand c'est l'état de choc et l'urgence. Les outils actuels, les échographes actuels permettent d'avoir une automatisation de ces calculs. Et typiquement, dans l'index de collapsibilité de la veine cave inférieure,
lorsque cet index est supérieur à 40%, on peut dire que le patient est précharge dépendant. Alors il faut se méfier de cet indice parce que c'est vrai que c'est uniquement valide en ventilation spontanée. On utilise un autre indice en ventilation mécanique. Et surtout, si l'index est inférieur à 40%, ça ne veut pas dire que le patient n'est pas précharge dépendant. Donc il faut bien se méfier de ce cut-off. Et puis, dernier élément pour estimer la volémie, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le Doppler pulsé mitral. Donc habituellement, chez les patients jeunes, en bonne santé, sportifs ou pas d'ailleurs, on a un profil plutôt normalisé, donc c'est-à-dire que l'onde E, l'onde A, l'onde E est légèrement supérieure à l'onde A. La phase rapide de remplissage se fait très facilement, une bonne compliance cardiaque. Parfois, et c'est normal, on a une phase de remplissage très rapide avec une onde E très supérieure à A chez les sujets très jeunes. Mais toujours est-il que lors de l'examen de ce Doppler pulsé mitral, ce que je voulais vous présenter, c'est que lorsqu'il existe sur la partie gauche de l'écran une onde E inférieure à A avec un rapport qui est inférieur à 1, ça donne un indice sur l'état des pressions de remplissage du ventricule gauche et elles sont a priori basses, en dehors de toute altération de la fonction systolique VG. À l'opposé, lorsqu'il existe une forte augmentation de l'onde E supérieure à l'onde A avec un rapport supérieur à 2, on se situe plutôt dans un tableau de pression de remplissage ventriculaire gauche élevée. Et donc là, on évitera de remplir, on arrêtera le remplissage en cours chez ces patients. Et donc on s'oriente plutôt vers quelque chose, une origine étiologique de l'état de choc. Et puis malheureusement, ce n'est pas parfait. On a le tableau du milieu. Quand on obtient ce type de profil, et ça arrive assez souvent, on est en zone grise. Et donc là, c'est plus délicat. Il faut utiliser d'autres outils de mesure, je ne vais pas vous le démontrer là, mais de Doppler tissulaire. Et parfois, il faut faire appel au cardiologue pour pouvoir aller un peu plus loin quand on est vraiment embêté. Je ne vais pas détailler. Voilà pour l'hypovolémie. Donc, ce qu'on peut proposer finalement avec l'échographie cardiaque, la première chose, c'est d'éliminer la tamponnade, et en particulier dans le contexte de la traumatologie lourde. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'association d'un épanchement péricardique, d'un collapsus du ventricule droit, d'une veine cave inférieure dilatée vont faire évoquer la tamponnade et donc il faudra penser tout de suite au drainage péricardique. On va regarder l'état hypovolémique en évaluant visuellement le collapsus des cavités gauches, la distensibilité de la veine cave inférieure, l'onde mitrale avec une onde E inférieure à 0,7 comme je vous l'ai présenté. Et donc là, on peut proposer une épreuve de remplissage vasculaire. On va aller regarder visuellement également la dysfonction systolique ventriculaire gauche et on peut également avoir un calcul de l'ITV sous-aortique qui, lorsqu'elle est inférieure à 10, on va en faveur de cette altération systolique VG. Donc là, on va plutôt s'orienter vers une thérapeutique qui relève des inotropes ou d'une assistance circulatoire si on est dans un état de choc cardiogénique très sévère. On en profite également pour regarder, quand on a regardé à gauche, de regarder à droite ce qu'il se passe sur le ventricule droit. Et donc là, on va regarder la dilatation du ventricule droit, ce qui peut faire évoquer une embolie pulmonaire. On peut regarder également un septum paradoxal, c'est-à-dire l'aplatissement du septum au niveau du ventricule gauche, et puis l'altération juste visuelle de la contractilité du ventricule droit. Donc là, attention, est-ce qu'il y a une embolie pulmonaire? Est-ce qu'il faut discuter la thrombolyse? La vasoplégie également, donc là, quand le contexte de l'état de choc avec un patient qui a une pression artérielle moyenne basse et que malgré tout l'ITV sous-aortique est élevé, on va plutôt s'orienter vers un patient très vasoplégique et potentiellement septique. Et donc là, c'est plutôt des vasopresseurs qu'il va falloir privilégier. Et puis, dans des rares cas, en particulier en traumatologie, on peut avoir des ruptures de cordage sur des tableaux de choc cardiogénique. On peut avoir une fuite massive. Et donc là, alors je ne vous l'ai pas montré, mais on peut avoir, quand on met un mode Doppler, une fuite massive sur une des valves, la mitrale principalement ou aortique, des tableaux une orientation vers une valvulopathie. Donc là, il faut savoir passer la main à un collègue cardiologue et éventuellement un chirurgien cardiaque pour la suite de la thérapeutique. Voilà pour l'échographie cardiaque. Il nous reste 2 minutes pour le Doppler transcrânien. Je reprends ça et je te laisse montrer. Une minute même, je pense. Alors, le Doppler transcrânien, ça va être un peu plus rapide. Donc là également, il s'intègre dans l'IFAST.
Il permet d'avoir une estimation de l'hémodynamique cérébrale chez les patients traumatisés sévères, en particulier ceux qui sont comateux, intubés, ventilés, comme on connaît bien. La technique n'est pas très compliquée, vous allez voir. Je vais prendre donc la sonde d'échographie cardiaque. Je vais me mettre en réglage artère Doppler transcrânien. Et donc les modalités de repérage donc, sont le positionnement de la sonde d'échographie avec l'ergot vers l'avant du patient, vers les yeux du patient. La sonde d'échographie va être posée juste sur la ligne qui va entre le canthus externe et le tragus. Et on va se positionner au niveau de l'écaille temporale, juste au niveau en avant de l'articulation temporomandibulaire, là où il y a une petite dépression, ce qui permet d'avoir ce type d'image. Et on va avoir deux phases. Alors, je vais me mettre un petit peu moins de profondeur pour mieux voir. Tu n'es pas resté en mode cardiaque, non? Je ne suis pas resté en mode cardiaque. Hop. Alors, ça peut être quelquefois délicat. Alors, tous les patients n'ont pas de fenêtre ultrasonore temporale, donc quelquefois on peut être amené à avoir une alternative par voie transorbitaire. Je vous le montrerai juste après. Donc voilà, on devine là, vous avez deux structures hypoéchogènes au centre de l'image que sont les pédoncules cérébraux ici, toc toc, et puis une ligne hyperéchogène qui constitue la vallée sylvienne dans laquelle on va voir normalement le tracé de l'artère sylvienne. Donc pour ce faire, je vais activer le mode Doppler couleur et on voit apparaître ici, alors j'ai un tout petit peu trop de gain peut-être, voilà, on voit apparaître l'artère sylvienne. Voilà. Je vais activer cette fois-ci le mode Doppler pulsé, me positionner sur l'artère et voilà, on obtient ce tracé. Donc on peut décrire ici trois grandeurs. Je vais le geler l'image et on peut décrire finalement trois grandeurs que sont la vélocité systolique, donc le pic systolique, la vélocité diastolique, et puis également la vélocité moyenne qui correspond à l'air sous la courbe entre la fin de la diastole et la diastole suivante. Ceci permet d'avoir un calcul d'un index, qui est l'index de pulsatilité, et qui permet de s'affranchir de l'angle d'insonation du faisceau ultrasonore, qui, lorsqu'il est normal, se situe entre 0,8 et 1,2, 1,4. Et donc, en dehors de ces valeurs-là, évidemment, ce sont des valeurs pathologiques à interpréter en fonction du contexte clinique. Alors, je vous ai parlé, donc voici, on peut faire la même chose à gauche, je ne vais pas vous le montrer, je vais vous montrer la voie transorbitaire. Quand on n'a pas de fenêtre ultrasonore, ça peut être une alternative intéressante. Alors, je vous demandais juste de fermer les yeux. Donc, délicatement, on va poser, toujours en gardant le même mode, on va poser la sonde sur la paupière délicatement. On voit le cône, le globe oculaire et le nerf optique ici même. Voilà, vous avez le nerf optique. Et on va essayer d'aller tout au bout, attraper la sylvienne. Alors. Qu'on voyait très bien en préparant. Tout à fait, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Hop, alors je vais me décaler un tout petit peu. J'ai peut-être un petit peu plus de gain. C'est comme au déchocage. C'est ça, non mais après, quelquefois il faut être un peu patient. Exactement. Alors. Hop. Alors, si on ne l'a pas, on peut, à défaut, utiliser le Doppler sur l'artère ophtalmique, qui donne une indication de la perfusion. Alors, plus modeste, évidemment, mais... Voilà, vous avez ce type de tracé. Je vais essayer quand même l'artère sylvienne. Alors, j'ai peut-être pas assez de profondeur. C'est peut-être ça mon erreur. Ah.
On a compris que c'était une voie quand on n'avait pas de fenêtre temporale. Exactement, et qu'on a besoin d'un... ça peut être une alternative. Ouais. Assez simple, et on n'a pas besoin d'appuyer, ça n'abîme pas les yeux. Non, alors il faut pas le maintenir trop longtemps parce qu'effectivement, on a... Ah si, ça y est, je l'ai. Je pense. L'index, en fait, ça chauffe. Si on le laisse trop longtemps, ça échauffe le cristallin et ça peut être embêtant. Mais là, si on le fait de façon très courte, c'est pas un problème. Voilà, elle est juste là. Hop. J'active le mode Doppler pulsé et on a un Doppler formidable transcrânien par voie transorbitaire avec un contourage automatique des flux et un affichage qui n'est pas là mais qui normalement est là. Alors je le refais. Peut-être pour terminer, l'avantage du Doppler transcrânien chez les patients peu graves ou moins graves, hein. Est-ce qu'effectivement, malade conscient, il y a un intérêt Alors c'est vrai que c'est intéressant le Doppler transcrânien. Donc là, évidemment, vous avez ici sur la diapo les grandeurs qui sont calculées par l'examen Doppler transcrânien. Ça donne une estimation de la perfusion cérébrale. Il faut se méfier des pièges puisque la vasoréactivité cérébrale va dépendre principalement de la capnie. Donc les patients en hypocapnie peuvent altérer le signal. Il faut vraiment se méfier et se préoccuper de ça, de mettre les patients en normocapnie ou le plus proche possible, effectivement. On peut proposer un petit arbre décisionnel très rapide de façon à trier les patients les plus graves au déchocage. Et donc, à partir des données de vélocité diastolique et de l'IP sur l'artère sylvienne, vous voyez qu'à la gauche de l'écran, lorsqu'on a l'association diastolique inférieure à 20 et IP supérieure à 1,4, ça doit nous faire orienter vers différentes étiologies, que ce soit l'instabilité hémodynamique, le défaut de perfusion, l'hypertension intracrânienne ou l'hypocapnie, on en a parlé. En tout cas, ça doit faire déclencher une thérapeutique qui vise à restaurer l'hémodynamique cérébrale, type osmothérapie ou augmentation de la pression artérielle moyenne, de façon à pouvoir aller rapidement à l'imagerie type scanner et de faire le diagnostic des lésions potentielles. A contrario, à droite, vous avez plutôt quelque chose de rassurant quand on a une association de diastolique supérieure à 25 et un IP inférieur à 1,25, pardon. Il y a une faible probabilité de détérioration neurologique, ça a été montré par l'équipe de Pierre Bouza. Donc voici sur l'écran deux tracés de flux sylvien altérés. Vous voyez, diastolique en haut de l'écran, VTD à 19,4, inférieur à 20, avec un IP à 1,54. Donc là, typiquement, un patient qui n'est pas correctement perfusé au niveau cérébral. Et la diapo suivante, sous un format analogue, représente la même chose, c'est-à-dire des diastoliques, certes pas inférieurs à 20, mais quand même on est très proche des valeurs pathologiques avec un IP très augmenté à 1,9, qui traduit là également un défaut ou une hypoperfusion cérébrale. Dans de rares cas, il peut arriver que quand le patient arrive très grave, avec une hypertension intracrânienne, même s'il n'est pas monitoré sur un traumatisme très grave, on puisse observer des altérations de flux Doppler qui sont représentées ici, c'est-à-dire qu'on a un pic systolique et une diastole négative. Et donc ça doit faire évoquer un arrêt circulatoire cérébral ou en tout cas un passage en état de mort encéphalique en train de se faire. Donc Delphine, comme tu l'as évoqué, ça c'est pour les patients les plus graves. Le Doppler transcrânien, il est probablement très intéressant également dans les traumatismes crâniens légers, de façon à faire un tri entre les patients qui vont pouvoir retourner à domicile ou être en observation à l'hôpital. Je vous présente ici juste l'essai randomisé en cours multicentrique piloté par Pierre Bouza à Grenoble sur l'intérêt de positionner le Doppler transcrânien normal chez des patients peu graves, Glasgow 14-15, en ayant bien sûr éliminé les lésions les plus graves sur le scanner. Et l'étude, on est impatient d'avoir les résultats parce que ça permettrait de réduire les durées d'hospitalisation probablement et les coûts d'hospitalisation de ces patients les moins lésés. Je crois que j'en ai terminé avec le Doppler transcrânien. Merci. Eh ben, merci à vous. On va conclure. Merci. C'était très, très précis. Bon, si je vais faire une conclusion très rapide, je pense qu'on
Plus passer d'échographie dans une salle de déchocage, c'est certain. Ça ne remplace pas non plus tous les examens. Hein. On complète, en tout cas dans le cas d'un traumatisé grave, régulièrement le scanner garde une place complètement incontournable. Ça permet deux choses, si je comprends bien, faire des diagnostics positifs et parfois conduire à des gestes thérapeutiques comme un drainage péricardique, un drainage thoracique ou aller directement au bloc opératoire s'il y a un gros épanchement intrapéritonéal. À l'inverse des images excluant un diagnostic et ne montrant pas de zone lésée peut aussi être une vraie aide thérapeutique, qu'il faut rester humble, parfois appelé, hein, on garde des confrères radiologues, on garde des confrères cardiologues, et qu'il y a deux phases, cette phase de diagnostic extrêmement rapide du malade très instable, et on peut aller un petit peu plus loin dans l'évaluation cardiaque, dans l'évaluation pleuropulmonaire, pour faire des diagnostics hors contexte traumatisé grave. Donc merci à vous, j'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas à rester toute la journée avec nous, et si vous avez encore des questions ou quand vous aurez des nouvelles questions, nous rejoindre pour le congrès de la SFAR à Paris, Porte-Maillot, du 18 au 20 septembre. Merci à vous.